Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par la Chambre de métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes et qui est consacré ce soir à l'installation des bornes de recharge de véhicules électriques. Donc la thématique, c'est comment devenir installateur de bornes de recharge IRVE. Pour vous apporter un maximum d'informations sur le sujet, nous avons fait appel aujourd'hui à monsieur Cyril Amizet qui vient du Consuel et qui tâchera de vous éclairer au mieux sur toutes les questions relatives à l'installation de ces bornes de recharge. En ce qui me concerne, je suis donc Nicolas Chaton, je suis conseiller environnement à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Savoie et je co-animerai ce webinaire avec Cyril Amizet. Donc, sans plus attendre, on va pouvoir commencer cette soirée. Un petit rappel tout de même avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous avez en bas à droite de votre fenêtre différents petits outils. Vous avez les outils questions et chat. Nous vous demanderons, pour nous organiser au mieux, de poser vos questions dans l'onglet questions. Voilà, et pas dans l'onglet chat. Voilà. C'est trop compliqué pour nous de surveiller tout à la fois le chat et les questions pour pouvoir trier et répondre à vos questions. Ensuite, on aura des sondages on aura deux petits sondages, vous verrez, c'est automatique, c'est des fenêtres pop-up qui s'ouvrent en cours d'intervention. Voilà pour ce petit rappel, ces petites précisions. Et on a prévu 3 temps dédiés spécifiquement aux questions. Donc, posez vos questions dans l'onglet questions et on fera 3 petites pauses en cours d'intervention pour y répondre. Pour le dérouler, c'est très simple. Ce soir, on vous proposera d'abord un petit point sur l'évolution des points de charge, histoire de poser un petit peu les enjeux relatifs à la question. Et puis, on entrera rapidement dans le vif du sujet pour présenter la réglementation en vigueur, les normes à respecter, les attestations relatives à ces bornes IRVE, les différentes configurations ensuite, notamment pour les bâtiments collectifs. Enfin, on traitera de l'attestation consuelle. Et dans un dernier point, je vous présenterai rapidement les accompagnements possibles de votre chambre de métier et de l'artisanat. Voilà, c'est ce préambule terminé. Je vais donc transmettre le flambeau à monsieur Amizet pour rentrer dans le vif du sujet de ce soir. Merci Monsieur Chaton et bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir intervenir et d'essayer de vous apporter notre éclairage et la vision de Consuel par rapport à ces installations de recharge de véhicules électriques, qui a un enjeu fort du moment, pour lequel on n'évoquait pas encore cela aussi intensément il y a quelques années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des thèmes principaux de notre activité, puisque les usages de l'électricité évoluent. On parle beaucoup du photovoltaïque aussi, et on parle des bornes de recharge pour les véhicules et le parc qui change très vite. On va juste commencer par quelques chiffres rapides, c'est juste pour vous donner le contexte, que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe, puisque je disais que ça évolue vite. Aujourd'hui, vous avez la carte de France du nombre de points de charge par région. Alors là, c'était des chiffres qui sont de l'année 2022, pour lesquels il y avait déjà quasiment 70 000 points de charge ouverts au public sur le territoire. Donc on parle même pas des bornes qui sont à domicile, on parle vraiment des points de charge auxquels on peut accéder quand on est en déplacement, quand on veut se recharger, pour des touristes étrangers, sur l'ensemble du territoire. Les couleurs vous donnent juste un aperçu finalement de la densité de ces bornes. On voit que l'Île-de-France est assez en avance, forcément aussi très dense. Et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est plutôt active, et une région assez dynamique qui elle aussi a pas mal de bornes de recharge
sur le territoire. Voilà, donc c'est vraiment un sujet pour lequel on sait que ça va encore évoluer. Et donc forcément, vous allez être amené, vous aussi, à installer des bornes de recharge pour vos différents clients. Deuxième chiffre intéressant, c'est de voir finalement sur ces points de charge l'évolution qu'il y a eu ces dernières années. Parce que vous voyez qu'on est à 70 000, alors qu'on était à 10 000 points de charge en 2015. L'évolution s'est accélérée en fait depuis l'année 2021 avec les réglementations européennes qui sont entrées en service et en vigueur en 2020. Et en 2023, on a passé les 100 000 points de charge ouverts au public. Donc vous voyez, si on continuait le graphique, forcément on voit que ça monte de façon plutôt exponentielle. Donc forcément, c'est un enjeu aussi aujourd'hui. C'est une question qui revient souvent pour des donneurs d'ordre, des bailleurs, des promoteurs, des constructeurs, des clients qui rénovent et qui intègrent finalement l'installation de bornes de recharge dans leurs différents projets. Alors, on arrive à notre premier sondage. Alors, je vous soumets le vote. Donc, voilà, je vous laisse le temps de répondre à ce vote. Donc, voilà. Ça nous donne une première tendance, et pour mieux savoir à qui on a affaire et mieux répondre aussi à vos attentes dans la mesure du possible, puisque c'est quand même l'objectif. Alors, voilà, les choses évoluent. On est à 75-25. Les choses évoluent encore un tout petit peu. Alors, 76%, 75% de personnes qui n'ont jamais installé de borne IRVE. Alors, ça évolue encore. Voilà, allez, c'est fixe. On est à 80% de non pour 20% de oui. Donc, on a plutôt, monsieur Amizet, vous voyez, un public qui n'a pas encore installé de borne IRVE. Ok, parfait. Comme ça, je vais pouvoir justement adapter aussi la présentation et puis essayer d'être le plus précis possible. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions autour de ça qui sont aussi bien techniques ou, j'allais dire, de mise en œuvre ou d'adéquation avec les besoins des clients qui rentrent aussi en compte dans ces différents projets. Donc c'est une précision intéressante qui m'amène ensuite à vous parler donc d'abord de la partie normes et qualification qui est, je dirais, le point d'entrée avant d'installer des bornes de recharge. Des fois, on parle d'IRVE aussi, donc infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Ça marche aussi pour les véhicules hybrides rechargeables. Donc, c'est l'acronyme que vous allez retrouver le plus souvent. Après, sur cette partie-là, je ne voulais pas forcément rentrer trop dans le détail parce que l'idée, c'est pas de vous noyer derrière des informations trop techniques. On a remis sur cette diapo les différents textes normatifs qui régissent finalement l'installation de ces bornes, puisque, on va dire, aujourd'hui, tout tourne autour de la NFC 1500 pour la partie consommation d'électricité. Donc, il n'y a pas de réel changement par rapport à ce que vous avez pu connaître si vous savez déjà que la NFC 1500 est la norme qui régit quasiment, on va dire, la grande partie et tout le cadre global des installations électriques. La seule petite nuance peut être éventuellement sur ce qui concerne les infrastructures de recharge dans les espaces sans bâtiment. Alors, sur voie publique, sur des parkings extérieurs, où là, il y a une norme qui traite de toutes les installations extérieures, qui est la NFC 17200. Donc, qui, elle, donne des précisions quand même assez spécifiques sur cette partie. Voilà. Donc, ces textes, après, sont disponibles soit sur les différents sites, notamment l'AFNOR aussi, qui publie tout ce qui est normatif. Vous allez pouvoir trouver des informations et à savoir aussi qu'il existe des guides qui sont des guides condensés, type les guides Sekelec, qui sont des guides diffusés par Enedis, qui sont totalement gratuits et qui donnent en fait des informations, je dirais, simplifiées et faciles à comprendre
pour avoir l'essentiel en quelques pages. Donc ça peut être des fois des documents de travail assez pratiques pour vous, si vous n'avez pas forcément connaissance de l'ensemble de ces textes normatifs qui sont là pour le coup beaucoup plus complexes. Ça, c'est la partie norme. Et puis l'autre partie importante aussi aujourd'hui, c'est la partie qualification. On parle de qualification. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises qui installent des bornes de recharge doivent être qualifiées. Donc ça vient du décret qui a été publié en 2021, le décret qu'on appelle le décret IRVE, plus communément, et qui dit donc à l'exclusion des dispositifs de puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification. La puissance, pour vous expliquer, donc de 3,7 kW, en gros, c'est la prise Green Up Legrand qu'on trouve un peu partout, ou toutes les prises équivalentes, mais qui sont des prises standards avec une prise domestique, les deux trous et la terre, 2 pôles plus terre, classique. On n'est pas sur les autres modèles de prise. Et vous avez différents organismes qui vous permettent de faire une formation préalable à l'obtention de la qualification, dont par exemple Consuel. Là, je vous ai mis qu'on était accrédité pour dispenser la formation de niveau P1, mais en fait, il y a 3 niveaux de formation aujourd'hui pour ces qualifications. Le niveau 1, c'est l'installation de bornes de recharge, on va dire simple, donc une borne en général, 1 ou 2 bornes. Le niveau 2, c'est l'installation de bornes de recharge, mais qui vont communiquer entre elles. Donc là, on va avoir 2, 3, 4, 5 bornes, 10 bornes qui vont pouvoir interagir, gérer leur puissance, etc. Et le niveau 3, c'est un niveau très spécifique, c'est l'installation de bornes type superchargeur qu'on va trouver plutôt sur les autoroutes pour faire de la recharge très rapide. Donc là, qui sont vraiment dans un domaine spécifique. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, pour installer des bornes, il faut avoir une qualification avant de pouvoir installer ses premiers chantiers. Et le décret a également évolué puisqu'en fait, comme le marché change, les pouvoirs publics essaient aussi de faire évoluer toute la réglementation qui tourne autour et puis pour accompagner la filière. Depuis l'année dernière, il y a 2 nouvelles qualifications qui ont été introduites. Une qualification sur la partie conception et une autre sur la partie maintenance. Donc la partie conception, c'est plutôt pour intégrer une étude avec une réflexion sur le projet, plusieurs scénarios pour voir qu'est-ce qui peut être envisageable, dans quelles conditions techniques, de puissance, etc. Et la maintenance, ça va être la partie plutôt entretien avec des contrats de maintenance sur des gros parcs de bornes, de la supervision en temps réel, ce genre de choses. Un autre point sur cette qualification aussi, c'est qu'elle va dépendre finalement de la taille de votre entreprise, puisque pour avoir une de ces qualifications IRVE, il faut un référent technique par tranche de 20 salariés, c'est-à-dire que vous devez avoir dans l'entreprise une personne qui a suivi la formation, qui va être le référent, qui maîtrise ce domaine, pour lequel ensuite on va voir son niveau d'études, d'expérience dans la partie électricité de façon générale. Et la qualification est valable 4 ans avec un suivi qui est annuel. Seul point qui peut être intéressant aussi quand on démarre, si vous n'avez pas installé de borne encore aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir une qualification qui est donnée à titre probatoire. C'est-à-dire que là, vous êtes qualifié, mais vous n'avez pas encore de référence de réalisation technique de vos projets, ce qui vous permet d'être qualifié, donc d'être assuré et d'être couvert aussi pour cette nouvelle activité. Et puis, par la suite, pour renouveler votre qualification, de montrer des références à l'organisme quand vous aurez avancer et réaliser vos premiers chantiers. Donc ça, c'est un point aussi important à noter quand vous allez vous mettre en route dans cette activité. Je reprends la main pour vous soumettre un nouveau sondage. Alors, il ne veut visiblement pas s'afficher. Est-ce que... Non, il n'a pas l'air de s'afficher.
vais choisir une option. Hop. Bon, je pense qu'il ne s'est pas affiché. Non, bon, eh bien, écoutez, c'est pas dramatique. On perd pas de temps. On avait dit que l'on profitait de faire quelques temps de questions-réponses. Donc, on va déjà essayer de vous proposer Si ça fonctionne, d'accord, donc c'est moi qui suis pas doué, super. Et il y a des réponses, bravo. Alors... Donc, si, effectivement, on a 86% de répondants qui sont titulaires d'une qualification relative aux IRVE, donc 24 personnes qui m'ont répondu être déjà titulaires d'une qualification. Ok. On va prendre quelques questions. Alors, dans les questions... une personne nous dit « Je tiens à passer les 3 modules pour l'installation des bornes, mais le souci, c'est que je ne trouve pas de formation près de chez moi. Est-ce que vous en connaissez cordialement ?» Donc, où est-ce qu'on peut trouver cette formation ? C'est vrai qu'il y a les 3 modules. Ils sont proposés par différents organismes. Je n'ai pas de liste exhaustive, malheureusement, à vous donner. Mais il y en a forcément près de chez vous. Donc je pense que l'information qu'ils vous envoient chez Legrand à Limoges est peut-être liée à leur siège social. Il me semble qu'il est là-bas. Vous avez les plus gros tels que Socotec, Legrand, Aguerre, Schneider, La Pave, etc. qui en font beaucoup. Il y a des organismes comme, il me semble, Blue to Be Green et d'autres qui proposent aussi ces formations. Vous pouvez sinon aller regarder sur le site de Qualifelec, qui a une page dédiée sur les IRVE et qui vous donne les organismes de formation en fait avec leur emplacement, avec un maillage complet au niveau métropole. Donc je pense que c'est ce qui vous donnera à coup sûr des entreprises près de chez vous pour faire cette formation. Ok. Une personne nous demande si formation P2, alors niveau P1 automatique, point d'interrogation. Alors en fait, il y a un système, on va dire, d'escalier ou d'étage pour ces formations. Effectivement, le niveau, l'ordre, c'est P1, P2, P3. Si vous faites P2, l'organisme va voir avec vous pour vous faire également P1, ou quand vous faites P2, le P1 est intégré en fait. Puisque le programme d'une journée P1, enfin d'une formation P1, c'est une journée. P2, c'est 2 jours et P3, c'est 3 jours. Donc en fait, vous allez avoir, quand vous faites une 2, vous allez avoir les formations du niveau P1 également en même temps. Ok. On va prendre une dernière question. Le coût d'une qualification IRVE, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête, Monsieur Amizet ? Pas directement parce que moi je traite pas de ces montants-là. Le coût dépend de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés aussi. Et après dépend des organismes parce que vous allez avoir aussi des tarifs différents, je pense, entre Quali-TNR ou Quali-Felec par exemple. Donc là, vaut mieux leur poser la question directement. Très bien. Merci. On refera d'autres temps et on reprendra d'autres questions ultérieurement. Alors j'ai des collègues en back-office qui sont vigilants et qui me disent que j'ai, dans ma lecture du sondage, inversé. Donc c'était 84% de non de personnes qui ne sont pas titulaires d'une qualification relative aux IRVE et seulement 5 le sont. Voilà. Donc je répare cette erreur de suite. Ok, donc d'où le lien avec les questions que je comprends bien. Qui paraît plus cohérent comme ça. Petite erreur de lecture. Allez.
Pas de souci, on continue avec la partie réglementaire, mais cette fois-ci vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler des enjeux, finalement, qui tournent autour de ces IRVE, puisque ça pose beaucoup de questions. Et quand je parle de réglementaire, je parle du cadre légal qui encadre les bornes de recharge. Dans quel cadre j'en mets? Comment? Comment peuvent-elles être accessibles en fonction de la taille des bâtiments, etc. Voilà, c'est ces questions que je vais essayer d'aborder. Puisque beaucoup d'éléments sont écrits dans la loi LOM. Alors LOM, c'est la loi d'orientation des mobilités, qui donne finalement le cadre global de ce qu'ont voulu faire les pouvoirs publics pour les prochaines années à venir, même si cette loi évoluera sûrement. Et un des premiers points qui a été fixé, c'était de mettre des quotas minimums pour les parcs de véhicules. Alors c'est venu principalement pour les parcs professionnels aujourd'hui, il y avait un nombre, quand c'est démarré, un nombre minimum de 40 ou de 50 véhicules pour le parc pour que ce soit considéré comme applicable. Mais ça vous donne une tendance, puisque depuis le 1er janvier 2022, il faut qu'il y ait 10% de véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans le parc. Et ces taux vont monter progressivement avec 20% en 2024, donc c'est dans quelques mois, ça veut dire un véhicule sur 5. Et puis après 2027, 40% et 2030, 70%. Donc on voit qu'il y a une accélération finalement de cet objectif global d'avoir le plus possible de véhicules propres, ou on va dire zéro émission ou faible émission dans les différents parcs qui vont rouler sur le territoire. Tout ça, ça s'accompagne aussi d'un aménagement ou d'une incitation pour l'équipement des infrastructures. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, plus il va y avoir de véhicules, plus il va falloir être en capacité de les recharger. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir prééquiper nos différents chantiers à partir de 10 places. En dessous de 10 places de parking, aujourd'hui, on est sur des configurations très spécifiques. Et donc, pour tous les permis de construire maintenant qui sont que vous allez trouver dans vos différentes régions, il faut systématiquement 100% des places dans les bâtiments collectifs d'habitation qui doivent être prééquipés. Donc ça veut dire qu'il faut avoir déjà prévu à la conception, c'est pas forcément vous, mais ça peut être le promoteur aussi, ou le bureau d'études, l'architecte, qui prévoit différentes réservations. Je vais y venir après sur ce que veut dire ce prééquipement. Et puis pour tout ce qui va être plutôt professionnel ou non résidentiel, c'est aujourd'hui 20% des places avec des bornes pour aussi les places PMR. À quoi renvoie ce prééquipement finalement? C'est d'avoir la pose de fourreaux, de chemin de câble et de percement de diamètre minimal 100 mm. Ça veut dire qu'en fait, le prééquipement, c'est que je mets en place dans le bâtiment des passages qui vont permettre de tirer facilement des gaines et des conducteurs électriques pour brancher une borne le jour où il y en aura besoin. Ça ne veut pas dire qu'on installe une borne tout de suite, ça veut vraiment dire qu'on prévoit des cheminements pour venir facilement installer l'installation de recharge quand il y aura un propriétaire d'une voiture qui voudra faire l'installation dans l'immeuble, et le but c'est que ce soit du coup fait facilement et rapidement. À cela, on peut ajouter que l'énergie électrique, donc elle est délivrée soit par le tableau général basse tension qui se trouve dans l'immeuble, soit par des ouvrages spécifiques du réseau qui viennent alimenter certaines zones ou des parkings par exemple. Et puis après, quand il y a des bornes qui sont installées, là on est dans la réalisation et la mise en œuvre technique, le raccordement, la mesure de la consommation, les circuits dédiés et tout ce qui va bien, mais là c'est vraiment la partie technique qu'on évoquait un peu précédemment. Et pareil, un point qu'il ne faut pas négliger, qui va souvent revenir dans les questions que vous allez rencontrer, c'est finalement la puissance qu'il va falloir prévoir pour ces bornes, parce qu'on sait qu'on va recharger, mais on ne sait pas forcément, ou le client ne va pas savoir vous dire en combien de temps il veut recharger, ou à quelle vitesse, en fonction de l'utilisation de son véhicule. Donc il y a tout un tas de règles qui ont été définies, que vous avez dans ce tableau, qui définissent la puissance électrique qui doit être prévu en fonction du nombre de places de parking. Et cette puissance, c'est ce qui va être déterminant, notamment du côté Enedis, pour la gestion du réseau de distribution. Voilà, en fonction de la taille de votre parking, ils vont prévoir des alimentations électriques de plus ou moins grosse puissance. Je préfère pas rentrer dans le détail parce que c'est assez spécifique, mais voilà, comme ça vous savez
qui a certains niveaux, et tout ça est très bien encadré. Ça se trouve aussi dans les guides dont je parlais tout à l'heure. Et le dernier point réglementaire d'importance aujourd'hui, qui fait le lien avec notre mission, c'est l'obligation pour l'installateur donc de cette IRVE, ou le gestionnaire de l'IRVE, si c'est par exemple un opérateur ou un fournisseur qui propose des services, qui doivent avoir une attestation de conformité visée, ce qu'on appelle l'AC, l'attestation de conformité visée par Consuel, dans certains cas. Donc, ces cas sont au nombre de 3. Lorsque je mets en service une infrastructure pour laquelle la puissance de recharge dépasse 36 kW. Dans les bâtiments collectifs d'habitation, une attestation également. Là, il n'y a pas de notion de puissance. Et enfin, troisième cas, c'est en cas de remise en service ou d'une augmentation de puissance qui nous vient à dépasser le seuil de 36 kW. Donc là, on est au niveau du comptage, c'est-à-dire que vous aviez par exemple un bâtiment, une entreprise, vous venez ajouter des bornes, vous allez avoir une consommation qui vous fait changer de palier au niveau de votre fournisseur d'électricité. Ça a aussi des impacts, donc il faut une attestation de conformité. Juste pour vous expliquer pourquoi on parle de ça et de raccordement indirect. Il faut savoir que l'attestation de conformité, aujourd'hui, elle est nécessaire pour ce qu'on appelle le raccordement direct, c'est-à-dire dès que je mets en service un point de livraison électrique avec un compteur, il faut une attestation de conformité à donner au gestionnaire de réseau, sinon il ne met pas en service. Pour les bornes de recharge, il y a des configurations pour lesquelles vous allez installer ces bornes directement sur des installations qui sont déjà fonctionnelles, qui sont raccordées au réseau et qui ont déjà un abonnement électrique, on va dire, en fonctionnement. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas nécessité d'avoir une attestation de conformité pour la mise en service, puisque l'installation est déjà en service, mais par contre, au titre de ce décret, il faut quand même l'attestation de conformité pour les grosses puissances qu'on a évoquées, plus de 36 kW, ou si vous installez ces bornes dans un immeuble collectif. Ce qui nous donne, en résumé, et quelle que soit finalement l'idée qui est ou pas un nouveau point de livraison, il faut une attestation de conformité visée par Consuel pour la pose de la première borne dans les immeubles collectifs, même si c'est déjà alimenté. Ou alors lorsque ça nécessite d'augmenter la puissance, donc là quel que soit l'endroit, que ce soit professionnel, en habitation, sur des parkings, et lorsqu'on installe des puissances d'IRVE de plus de 36 kW, donc ça fait déjà quand même plusieurs bornes qu'on peut installer. Donc, par exemple, si on est sur de la borne classique, qui font 7,4 kg aujourd'hui de puissance, vous voyez, on est à 5, en général à 5 bornes, on arrive à peu près à cette puissance et à ce seuil-là. Donc l'attestation, c'est finalement aujourd'hui la garantie d'un niveau de sécurité qui est fait par le professionnel et qui est apporté aussi à son donneur d'ordre pour le rassurer sur ce qui a été fait en termes de travaux et de sécurité électrique. Ça m'amène donc à vous parler des configurations, parce que là, vous voyez qu'on a toutes ces notions qui viennent au fur et à mesure, et en fonction de la configuration, vous allez pouvoir installer différentes infrastructures de recharge. Je ne vais pas vous présenter le cas de la maison individuelle pour laquelle on vient poser une borne, puisque là, j'allais dire en général, il y a peu de difficultés techniques, si ce n'est de savoir où on l'installe. Ce qui préoccupe beaucoup les donneurs d'ordre aujourd'hui, c'est les bâtiments collectifs d'habitation, pour les notions de puissance qu'on a évoquées tout à l'heure, et aussi pour savoir comment le faire de façon simple et fonctionnelle. Aujourd'hui, il y a 3 grandes configurations possibles qui, en fonction des cas, vont avoir des avantages et des inconvénients, et qui se retrouvent également valables pour les parkings extérieurs. Alors, je vous les ai passés rapidement puisque je vous donne un peu plus de détails. Première configuration, c'est d'avoir un compteur par borne de recharge, entre guillemets. Alors, pour faire simple, c'est-à-dire que vous allez avoir dans votre parking de l'immeuble un gros câble qui va cheminer, qui va être finalement réseau. Donc, c'est ce qu'on appelle la colonne horizontale. C'est le réseau de distribution, comme s'il était dans la rue, sauf que là, il est dans le parking. Et après, vous allez avoir pour chaque garage
un bout de câble qui va partir dans le garage, et puis vous le voyez sur les photos avec un petit compteur, un coffret et la borne de recharge. Inconvénient ou point d'attention de cette solution, c'est qu'il faut bien se coordonner entre l'installateur et Enedis, parce que là, on touche au réseau électrique de distribution, donc c'est piloté par Enedis, on ne peut pas faire ce qu'on veut, avec certains délais, un processus de mise en œuvre à respecter. Et chaque utilisateur va souscrire un abonnement et avoir une puissance pour la recharge dans son garage. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que la personne peut motoriser sa porte de garage, mettre son congélateur, charger sa voiture. Par contre, elle va devoir payer un abonnement supplémentaire pour ce comptage et payer ses consommations. Mais elle n'impactera pas la copropriété à l'inverse. Donc c'est une solution, on va dire, qui donne un libre choix à l'utilisateur, mais qui nécessite une coordination pour sa mise en place au sein de la copropriété. Deuxième configuration, c'est la mise en place de ces bornes, donc avec un raccordement depuis le compteur des services généraux ou des parties communes. Donc là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de création de points de livraison. On va utiliser l'installation existante qui se trouve dans le parking. Par contre, il faut vraiment faire attention à l'étude électrique avant de l'installation, parce qu'il va falloir maintenir le niveau de fonctionnement des parties communes et être sûr qu'on a la capacité de puissance au niveau du compteur pour alimenter les futurs utilisateurs. Peut-être que ça marche pour une ou deux bornes, et peut-être qu'à 5 ou 6 bornes, on va avoir un problème et que le compteur va couper à chaque fois. Donc il y a vraiment une partie analyse qui là doit se faire au niveau de la copropriété pour savoir déjà quel est le compteur disponible et quelle est la puissance. Et comme on le disait avant, il y a un lien après avec Enedis pour aller voir quelles peuvent être les solutions apportées et l'impact sur le réseau de leur côté. Pour la partie recharge, ce qui va se passer, c'est que du coup, dans cette configuration, c'est plutôt la copropriété qui va gérer les recharges, faire le décompte de ce qui va être utilisé par chaque propriétaire. Et là, il faudra faire après un décompte, un forfait mensuel ou autre pour répartir les coûts, puisqu'on peut imaginer aussi que les gens qui n'ont pas de voiture électrique ne vont pas vouloir payer pour les gens qui utilisent leur voiture électrique. Donc là, il y a une nécessité de coordination au sein de la copropriété avec le syndic pour se répartir les charges et puis ne pas affecter aussi directement les consommations des parties communes pour tout le monde. Troisième configuration, qui ressemble à celle d'avant, c'est la mise en place d'un compteur dédié pour les bornes de recharge. La différence, c'est que cette fois-ci, je sépare ma consommation des services généraux avec la recharge des véhicules électriques. Donc déjà, je n'ai pas de mélange entre mes charges qui sont imputables à tous les propriétaires et les charges qui ne concerneront que certaines personnes. Par contre, dans ce cas-là, souvent on parle d'équipements collectifs mutualisés. Et ça veut dire qu'ils vont être tous sur le même comptage. Donc il faut avoir, si possible, du matériel qui peut communiquer ensemble et qui est bien souvent mis en place par des opérateurs. Vous avez peut-être entendu parler de The Born, Zplug, Watt, Easy by EDF, il y en a plusieurs, qui en fait vous proposent ce type de solution. C'est-à-dire que c'est eux qui se chargent de mettre en place l'infrastructure, le nombre de bornes nécessaires, qui payent le contrat, la fourniture d'électricité, et puis après, ils vont refacturer à chaque utilisateur un abonnement mensuel avec éventuellement les consommations d'électricité. Donc on revient à peu près à une configuration comme on avait au début. Il va y avoir un abonnement pour chaque personne, sauf qu'il n'y a pas à gérer le projet au départ, c'est l'opérateur qui le fait. Seule condition aussi à vérifier, ça va être en fin de contrat. Quand on arrive en fin de contrat, eh bien, il faut être vigilant parce que si l'opérateur vous dit qu'il enlève toutes ses bornes au bout de 5 ans, au bout de 5 ans, la copropriété n'a plus de matériel, plus rien, et on retire toutes les bornes de l'immeuble si on arrête le contrat avec l'opérateur. Voilà, donc c'est plutôt en termes de conditions qu'il faut bien cadrer les choses avec la copropriété avant de valider le projet. Voilà pour ces configurations. Je pense que ce qui est intéressant de retenir pour vous ici, c'est finalement de se dire que le premier point de départ avant la mise en œuvre du projet, c'est de savoir quelles vont être les problématiques des clients et des propriétaires de véhicules et vers quelle solution ils veulent opter, peut-être en fonction de la taille de la copropriété, de ce que peut faire le syndic ou pas, et qui sont des
questions clés, on va dire, avant d'engager la suite du projet. Merci. Eh bien, on va refaire une nouvelle petite pause avec, d'une part, un sondage, puisque notre prochaine partie concerne l'attestation de conformité consuelle. Donc, on a une petite question sur le sujet à vous soumettre. Et puis, en attendant, pendant que vous commencez à répondre à ce sondage, on a eu une question, donc je vous soumets la question. Peut-on connaître le prix de l'AC dans les 2 cas, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En fait, l'attestation, je vais revenir un petit peu. On a 2 types d'attestation après dans la présentation. L'attestation, elle dépend du type en fait d'usage de l'installation électrique. Aujourd'hui, pour faire très simple, globalement entre 50 et 130 € à peu près, c'est le prix d'une attestation de conformité. Le tarif peut varier en fonction du volume que vous allez acheter à l'année. Voilà. Mais le prix ne dépend pas de la configuration choisie pour l'IRVE. Voilà, c'est pour l'attestation, elle couvre l'installation électrique. Très bien. En attendant, moi j'ai eu les résultats du sondage. Donc, à cette question, réponse, j'en ai entendu parler, mais je ne suis pas client, 47%. Oui, je suis client, 38%, et je ne connais pas, 15%. Ok. Ça me donne un éclairage là aussi. Exactement. Ça me permet du coup de faire l'introduction. Vous voulez qu'on fasse quelques questions à côté ou j'enchaîne sur cette partie? Eh ben, on enchaîne, et puis on prendra les questions à la fin, les questions qui restent à la fin. Ça marche, super. Ok. Donc comme ça, en termes d'introduction, je peux vous redire un petit peu plus spécifiquement ce qu'il en est au niveau de Consuel. Pour faire très simple, Consuel, donc c'est un acronyme, c'est le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité. Créé il y a quasiment 60 ans par les électriciens et pour faire valoir en fait la qualité et la sécurité des installations qui sont réalisées. Et notre mission aujourd'hui, donc qui se fait sous un statut associatif, loi 1901, elle est de viser les attestations de conformité qu'on a évoquées et que je vais vous présenter après. C'est-à-dire qu'on va avoir à chaque chantier, comme on le disait, un installateur qui remplit un formulaire sur lequel il confirme que l'installation respecte les règles de sécurité. Et notre mission à nous, Consuel, c'est d'aller voir sur place si l'installation est correctement réalisée. Et pour ce faire, on va faire des visites de façon aléatoire, puisqu'en fait, on ne visite que 20% des installations électriques. Et 80% des installations reçoivent l'attestation de conformité sans qu'il y ait eu la visite de quelqu'un de chez nous. Donc on n'est pas en fait un organisme de contrôle. On va aller vérifier les installations, mais de façon échantillonnée et ponctuelle pour voir finalement quelle est leur qualité globale. Alors on parlait des attestations de conformité tout à l'heure, et comme ça je refais le lien avec ce qu'on disait. Aujourd'hui, la mission de Consuel est souvent connue pour la partie institutionnelle, historique. Depuis 60 ans, on nous dit, voilà, c'est quand j'ai un nouveau compteur à mettre en place, il faut une attestation de conformité. C'est le fameux raccordement direct dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous mettez demain sur un parking un compteur dédié pour des bornes de recharge, il faut une attestation de conformité. Et aujourd'hui, on parle aussi de ce raccordement indirect que j'évoquais tout à l'heure, avec une attestation de conformité qui peut être obligatoire même si l'installation elle est déjà mise en service et alimentée électriquement au titre du décret IRVE qui a été mis en place par les pouvoirs publics. Là où il peut y avoir une subtilité, vous avez vu en fonction des projets, c'est qu'on va avoir des configurations différentes. Et parfois dans le collectif, dans les immeubles, on a juste l'installation d'un tableau général avec ou sans point de charge. C'est-à-dire que dans certains cas, la copropriété demande à l'électricien l'installation d'un tableau. Il faut relier les éléments à la terre, préparer des gaines, etc. Mais il n'y a pas encore d'emplacement avec des bornes de recharge qui sont mis en place. Parce qu'on attend qu'il y ait un premier propriétaire qui se manifeste. Donc dans ce cas-là, il faudra une attestation aussi, même s'il n'y a pas d'installation qui est faite après.
Et l'attestation de conformité qu'on va évoquer ici ne concerne que la partie IRVE et pas le reste des usages. Je précise ça pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez une attestation de conformité, on a souvent pour habitude de dire qu'elle valide l'installation de l'ensemble de l'installation sous le point de livraison. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un immeuble, vous n'allez pas refaire à l'installation des parties communes si vous installez une borne de recharge. Donc cette attestation ne couvre que la partie liée à ce que vous avez réalisé, l'infrastructure de recharge. Les attestations, donc, comme on le disait avant, sont de deux types, jaune ou vert, les mêmes que pour ceux qui connaissent Consuel ont peut-être déjà entendu parler. Jaune pour tout ce qui touche à l'habitation et vert plutôt pour tout ce qui touche aux professionnels. Là où il y a un petit changement, vous le voyez, on l'a mis en nouveau, c'est sur ce qui est parking dans les collectifs. Aujourd'hui, quand on traite des parties communes, ceux qui connaissent vont faire une attestation de conformité verte. Aujourd'hui, ça a été simplifié. Dès lors que vous êtes dans de l'habitation pour installer des bornes de recharge, l'attestation à fournir, c'est une attestation jaune, habitation à installation domestique, sur laquelle vous allez noter la configuration pour faire le lien avec les questions qu'on disait tout à l'heure. Et le prix de l'attestation ne bouge pas. Il va donc pour la jaune de 25 à 135 € à peu près, en gros, en fonction du nombre que vous allez acheter. Et puis la partie autre, tout ce qu'on appelle plutôt locaux professionnels, qui reçoivent des travailleurs ou du public, ou des parkings extérieurs sur voie publique, ce genre de choses. C'est une attestation verte qu'il faudra fournir puisqu'elle couvre historiquement tous les locaux professionnels. Et donc pareil, cette attestation verte, elle a un tarif qui est plus simple avec moins de critères et c'est aux alentours d'une 60aine d'euros pour chaque formulaire. Et puis vous voyez une petite précision, donc dès qu'on est dans de l'habitation, on va avoir des inspections qui sont faites par les inspecteurs consuels que vous allez voir venir sur les chantiers. Dans les autres cas, c'est les rapports d'organismes qui vont intervenir type APAV, Socotec, Veritas, qui vont faire l'intervention comme ils le font, j'allais dire, de manière annuelle pour la vérification des installations électriques. Ensuite, quand vous préparez le dossier à envoyer à nos services, il peut être complété en fonction de la puissance de l'installation électrique. Donc pour la partie habitation, vous voyez, quand on est sur des puissances supérieures à 36 kg, on va vous demander, alors SC 143, en fait pour nous c'est une référence de dossier technique qui permet de vérifier les différents points clés de l'installation, notamment ce qui va concerner les dispositifs de protection des circuits, les courants de court-circuit, pour s'assurer que le niveau de sécurité n'a pas été dégradé, entre guillemets. Et puis pour tout ce qui est attestation verte en dessous, là, dans ce cas-là, on demande quasiment systématiquement des rapports de vérification. Donc la PAF, Socotec, Veritas, DECRA, Quali-Consult, comme je disais tout à l'heure, qui ont l'habitude, ils vous donnent le rapport de vérification que vous joignez à l'attestation de conformité, vous pouvez tout nous envoyer directement. Je ne l'ai pas précisé pour ceux qui connaissent moins bien finalement notre organisme, toutes ces démarches peuvent se faire directement en ligne sur notre site, avec un remplissage directement numérique. On clique, on enregistre, on charge les pièces jointes et on envoie le dossier et ça se transmet électroniquement chez nous de façon instantanée. Donc ça se veut assez facile et si possible aussi rapide pour que vous n'ayez pas trop de démarches à réaliser. Voilà. Donc tout ça, vous le retrouvez sur le portail, sur notre site internet aussi, et vous avez toutes les explications qui sont notées dessus. Et pareil, comme je vous le disais, il y a même les liens, les pages en bas de notre site internet, les liens d'accès, les différents dossiers. Vous voyez qu'il y a un bouton « Nous contacter ». Enfin, vous avez normalement le maximum d'informations à votre disposition, accessible 24/24 sur le site internet. Je terminerai par quelques éléments un peu plus concrets qu'on va rencontrer finalement tous les jours au niveau des anomalies qui peuvent survenir sur ces installations de bornes de recharge. Parce que vous voyez que le sujet est vaste, donc on parlait de qualification et de formation tout à l'heure. C'est un des premiers points de départ pour vous aider et vous donner les clés de ce que vous devez vérifier finalement avant la mise en service de cette installation.
Parce que on va avoir plein de questions qui vont se poser. Est-ce qu'on peut brancher la borne n'importe où? Pas forcément, il faut des circuits dédiés. Quelle protection différentielle il faut mettre en place? Est-ce qu'il faut un 30 milli? De quel type? Quelle est la section minimale des conducteurs? Ça dépend de la puissance, mais par exemple, on utilise les fils et les conducteurs de section 1,5 mm² sont interdits et le minimum c'est 2,5, quelle que soit la puissance de la borne. Est-ce que la borne peut fonctionner sans prise de terre? Si on est dans un immeuble qui n'a pas de prise de terre ou une vieille maison qui n'aurait pas de piquet. Par exemple, la Zoé, donc de chez Renault, a un convertisseur et un calcul intégré à son mécanisme de charge qui va mesurer la prise de terre avant de charger. Donc on a des gens des fois qui peuvent pas charger leur voiture parce que l'installation électrique à domicile est soit trop vieille, soit permet pas un fonctionnement en sécurité. Et puis pareil sur la spécificité de certains matériels français avec des bornes spécifiques où en France on a une réglementation sur tout ce qui est prise qui doivent être à obturateur. Donc là, on parle souvent de prises. Alors, on parlait tout à l'heure de la prise classique, type Green Up, et après, vous avez les prises plus répandues qui sont des prises type 2, une grosse prise un peu ronde avec plein de plots à l'intérieur. Et en France, on parle de prise type T2S avec des obturateurs pour pas que l'utilisateur puisse mettre les doigts dedans. Voilà, donc vous voyez, ça fait plein de questions qui vont venir et plein de sujets d'attention aussi que vous devez avoir en tête avant de réaliser ces installations. Et bien évidemment, ce sont des points que nos inspecteurs vont regarder sur place quand ils vont venir faire la visite. Donc finalement, quand vous avez cette liste, vous avez déjà une petite checklist des points importants à regarder pour faire l'autocontrôle de fin de chantier. Merci Monsieur Amizet pour cette présentation extrêmement complète sur le sujet. Avant de passer à notre dernier temps de questions auquel on pourra consacrer un peu de temps, je vais vous prendre 2 minutes pour vous donner quelques pistes d'accompagnement possible de votre chambre de métier et de l'artisanat. Donc la première, puisqu'on est sur, à travers les bornes de recharge de véhicules électriques, on touche la question de la transition écologique. Et si vous souhaitez vous progresser dans votre entreprise sur cette question, nous avons des techniciens en charge de l'environnement, des ingénieurs environnement qui sont à votre disposition pour vous proposer à travers des diagnostics relativement simples qui prennent peu de temps, hein, c'est 1 heure environ en entreprise, de balayer l'ensemble de ces problématiques pour vous proposer des solutions et des pistes d'amélioration. Et à noter, c'est pris en charge à 100%, ça comprend la visite, l'analyse et les pistes d'action. Et puis, pour ceux et celles qui souhaitent être accompagnés au quotidien sur un spectre très large de choses, on a le pass C'est ma liberté qui vous permet de bénéficier de rendez-vous individuels, de jours de formation, d'accompagnement à la réalisation des contrats d'apprentissage, etc. C'est-à-dire vous dégager du temps pour chercher des solutions pour vous, pour chercher des réponses, pour vous accompagner administrativement, etc. Voilà. Je clôt ce petit chapitre très rapide. Et puis, je vais solliciter ma collègue Cécilia qui a noté vos questions au fil de l'eau. Bonjour à tous. Oui, du coup, j'étais en back-office pour seconder et j'ai suivi toutes vos questions. Donc, je vais poser les questions à notre animateur et à monsieur Amizet. Du coup, merci, vous avez été prolixe dans les questions. Donc, on a normalement 10 minutes sur le temps officiel. On peut dépasser un petit peu de 5-10 minutes, mais pas beaucoup plus. Après, ça va couper. Donc, je vais les poser à la chaîne. Je vais d'abord poser les questions sur la partie technique et on reviendra si on a le temps sur la partie habilitation où il y a aussi pas mal de questions qu'on n'a pas pu poser tout à l'heure. Donc, sans plus attendre, j'avais déjà une première question technique. Est-ce qu'on peut charger une voiture avec une prise P32 ?
Alors, je sais pas ce qu'est le P32 en toute franchise. Donc, Ok. si c'est la prise classique, pour dériver, ça peut être une question complémentaire. Une prise classique, on peut charger une voiture avec une prise renforcée. C'est le temps de charge qui va être plus long. Voilà. Mais on peut, on va dire, sur des voitures standards, hein, 208 Zoé, etc., charger en 14-15 heures complètement la voiture. Même si on sait qu'en général, les utilisateurs se branchent tous les jours. La durée de recharge, c'est un facteur qui est pas forcément à prendre en compte dans une utilisation quotidienne, mais plutôt sur des grands trajets où on s'arrête sur l'autoroute et là, il faut recharger toute la batterie. Ok. Merci. Ensuite, nous avions une question posée sur un sujet dit sensible, des bornes à câbles attachés. Alors, je recherche la question, si je peux la retrouver en direct live. Non, je ne la retrouve pas. Si, voilà. Peut-on aborder le sujet sensible des bornes à câbles attachés non T2S, posées derrière ou même sans prise CEE, faites par des IRVE ou non IRVE? Est-ce que ça vous parle? Ça me parle, c'est un sujet qu'on a déjà eu chez nous. En fait, vous avez, en fonction des contrats ou des marques automobiles notamment, des concessionnaires qui vous proposent, quand vous achetez la voiture, d'avoir un package ou une entreprise qui va venir installer le matériel chez vous. Et dans certains cas, vous avez des bornes avec le câble qui est, en fait, ce qu'ils appellent attaché. Le câble est accroché à la borne et il est fixe, c'est-à-dire que c'est comme la pompe à essence. Le cordon pour faire votre plein, il est attaché. Vous le mettez dans votre réservoir, après vous l'enlevez. C'est le même principe, sauf que souvent ces matériels ne sont pas des prises T2S et donc en fait ils n'ont pas d'obturateur. C'est-à-dire que quand vous l'attrapez, vous pouvez potentiellement mettre les doigts dedans et éventuellement recevoir un choc électrique. Donc c'est du matériel qui n'est pas forcément compatible et autorisé sur le marché en France, mais ça concerne surtout le résidentiel. C'est-à-dire que dès qu'on est sur de la voie publique, des autoroutes, ailleurs qu'en maison d'habitation, c'est très spécifique et il y a des cas pour lesquels ce matériel est autorisé et d'autres pas. Et si le fabricant ne donne pas les consignes au concessionnaire, il peut se retrouver un peu partout. Ok. Moi, j'espère que ça répondra du coup à la question. Ensuite, on avait une question plutôt d'ordre pratico-pratique, une question sur comment marche la prestation avec un client. Est-ce qu'il existe un organisme qui relie entreprise avec des clients? Et concernant le matériel, est-ce que l'entreprise doit l'acheter? Donc matériel, bornes, câbles, etc. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les pratiques? Alors sur la pratique d'avant-projet, c'est vrai que pour l'électricien, c'est pas toujours évident d'avoir les besoins de ses clients. Donc j'allais dire, ça peut être un lien avec le promoteur quand on est sur de la construction neuve ou le bailleur. Nous, on a beaucoup de contacts avec plutôt les bailleurs qui regroupent l'ensemble de leur parc. Par contre, un bon intermédiaire peut être des fois d'aller solliciter le gestionnaire de réseau. Quand je parlais d'Enedis tout à l'heure, eux suivent ces projets avec attention, puisqu'on a vu que ça avait des impacts sur l'alimentation électrique. Donc, en général, ils peuvent faire l'intermédiaire ou accompagner notamment les copropriétés en donnant le maximum d'informations et en venant les aider à mieux comprendre les points clés du projet. Je sais qu'ils le font, je ne sais pas exactement avec quelle amplitude, mais ils sont en général assez à l'écoute là-dessus. Et après, sur le matériel, je dirais là, c'est plutôt un point à voir avec les clients. Vous allez sûrement avoir deux situations. Soit le client vous fait confiance et vous proposez directement du matériel en fonction de ce que vous connaissez, parce que vous travaillez avec Aguerre ou Legrand ou Schneider. Ou alors, votre client vous dira, moi, je veux que vous passiez par un fabricant parce qu'il est local et il est à Annecy. Et si vous voulez qu'il vienne avec du matériel local, peut-être qu'il vous demandera de le mettre en priorité. Mais je dirais qu'en général, vous allez, je pense, vous fournir le matériel, l'acheter et l'installer directement vous-même. Je ne pense pas qu'on soit sur des cas où le client l'achèterait et vous à côté. Pour moi, on est plutôt dans une prestation globale. Et d'ailleurs, le risque, on en a parlé tout à l'heure, de ce matériel, c'est d'installer du matériel par des entreprises qualifiées. Donc je pense qu'il faut quand même que les entreprises aient la main sur ce matériel et qu'on laisse pas faire n'importe qui bricoler chez lui, quoi. Voilà. Ok. Là, c'est justement, je pense, par une entreprise, savoir si elle se fournit un matériel ou si elle a du matériel qui est fourni par le client. Donc, okay. Ouais, je pense qu'il vaut mieux que l'entreprise gère ce point. Et justement, on parlait avant du type de matériel qui va être autorisé ou pas. Je pense que vous êtes les plus à même finalement de savoir aussi ce que vous pouvez poser, quoi. Ok, parfait.
Question suivante, toujours technique. Pour le P1 chez le particulier, est-ce qu'il faut justement une AC, une attestation de conformité? C'est le tableau que j'avais mis avant, puisqu'en fait, chez le particulier en maison, la borne, donc pour du niveau P1, en général, on installe des bornes de 7 kg, des fois 3,7 kg, des fois 11 kg. Donc on est en dessous de 36 kg, on n'est pas en collectif. Donc en général, l'attestation de conformité n'est pas obligatoire dans ces cas-là, puisque la maison est déjà raccordée. Dans le tableau, j'avais marqué volontaire. Alors je crois qu'il y a aussi quelqu'un qui avait posé la question sur volontaire. C'est ce que nous, on appelle une attestation qui n'a pas de caractère obligatoire au sens de la réglementation, mais qui peut être fournie plutôt pour valoriser le travail. Voilà. Nous, en fait, il faut savoir, je ne l'ai pas dit tout à l'heure chez Consuel, c'est qu'on traite les attestations de conformité, toutes celles qui nous sont soumises. Mais on n'est pas gendarme, on n'est pas juge, donc ce n'est pas à nous de dire si l'attestation était obligatoire ou pas. Donc on nous envoie les demandes, on les traite avec plaisir. S'il n'y a pas eu d'attestation et que c'était obligatoire, j'allais dire, on ne le verra pas non plus. Et après, malheureusement, des fois, c'est quand il arrive un sinistre ou autre que là, c'est plutôt une bataille pour que chacun essaie de dire s'il était responsable ou pas. Donc, mais pour répondre à la question, dans une maison d'habitation, il n'y a pas besoin d'une attestation de conformité jaune. Ok, merci. Vous avez répondu en même temps, effectivement, sur la partie orange volontaire. Vous évoquez le sujet de sinistre et donc il y avait une personne qui demandait, ça permet de faire le lien, quel est le type d'assurance qu'il faut pour pouvoir installer justement? Alors sur les assurances que vous allez avoir, aujourd'hui pour la partie que je vois moi, vous avez souvent des exclusions pour les installations photovoltaïques. C'est-à-dire que ça rentre dans une activité qui doit être déclarée à l'assureur. Pour l'IRVE, c'est moins le cas, mais posez quand même la question avant à l'assureur en disant « je veux être couvert pour l'installation de bornes de recharge ». Il vous dira « c'est compris dans le global » ou « c'est une option ». Et si c'est une option, il faut que vous soyez vigilant au niveau de puissance. Parce que là, j'ai vu dernièrement pas mal de choses passer où il y a une limite de borne à 22 kW. Et 22 kW aujourd'hui, c'est la limite entre la notion de charge standard et de charge rapide au-delà de 22 kW. Donc après, ils disent plutôt que c'est... vous pouvez mettre plusieurs bornes de 11 kg par exemple, mais vous ne pourrez pas mettre une borne de 70 ou 150 kg. Donc, posez d'abord la question à votre assureur, est-ce que vous êtes bien couvert pour l'activité IRVE? Et après, sinon, s'il y a des restrictions ou des choses, ils vous le mentionnent noir sur blanc dans l'attestation d'assurance. Ok, parfait. Deux petites questions encore techniques. Une prise de recharge 3,5 kW peut-elle être considérée comme une borne? Dans l'absolu, oui, puisqu'en fait, pour être considéré comme une borne, c'est que c'est une prise qui est exclusivement dédiée à la recharge de véhicules. Donc c'est ce que nous, on appelle communiquement une borne. C'est vrai qu'après, c'est des prises qui sont classiques. On va dire, on peut brancher un aspirateur, une trottinette, ce qu'on veut dessus. Mais d'un point de vue technique, chez nous, on considère qu'il vaut mieux l'intégrer en considérant que c'est une borne de recharge, puisque son usage, il est dédié à la recharge de véhicules. Ok, parfait. Encore une question technique et après on reviendra rapidement sur tout ce qui est habilitation. Est-ce qu'une attestation de conformité jaune est nécessaire pour une borne Green Up? Alors je pense que la Green Up, c'était la fameuse prise dont on parlait de Legrand tout à l'heure. On est dans le même cas que tout à l'heure. Comme on est sur des très petites puissances, a priori, il n'y a pas besoin de l'attestation de conformité, sauf si on installe des Green Up dans un bâtiment collectif. Et comme je disais tout à l'heure, dans un bâtiment collectif, à la mise en place de l'infrastructure à la première borne, il en faudra une. Donc si la Green Up, c'est la première prise du sous-sol du bâtiment, il en faudra une. Ok, parfait. Du coup, j'ai fait le tour pour les questions techniques. On va revenir, il nous reste encore quelques minutes de live sur tout ce qui est habitation. Et une question pour faire le lien, c'est est-ce que vous avez une durée moyenne pour installer des bornes? Alors la question est large puisqu'on a vu qu'il y avait plein de cas différents, mais est-ce que vous avez des notions et des informations sur le sujet? Je dirais qu'il faut le ramener en fonction de la configuration qu'on avait évoquée tout à l'heure, puisqu'il y en avait beaucoup. Tout ce qui va être projet simple dans une maison, des locaux d'entreprise ou autre, où on a la main sur son projet, normalement c'est l'affaire de quelques semaines. Par contre, tout ce qui touche au collectif, ça doit passer d'abord en assemblée générale pour être voté et validé par la copropriété avant ensuite d'engager le projet. Donc
j'enlève le temps d'attendre l'Assemblée générale, qui peut être maximum d'1 an si on a raté la précédente. Après, il y a une étude et une analyse qui se fait avec le gestionnaire de réseau, qui va prendre quelques semaines. Je pense qu'on est sur des délais peut-être allant de 1 à 2 mois, plus la réalisation et la mise en œuvre. Mais je pense que c'est des projets qui aboutissent quand même difficilement en moins de 6 mois sur des collectifs. Mais donc, en fait, dans un terme de durée, vous prenez effectivement toute la partie durée administrative. Il n'y a pas seulement la Voilà. durée de pause technique qui, elle, peut-être est rapide une fois qu'on a validé, qu'on a tous les feux verts. Oui, puisqu'après, en général, on a tout un cadre qui est bien organisé aussi par Enedis, avec des délais, des engagements de réalisation, un contrôle de fin de chantier, et qui, d'ailleurs, je pense, va beaucoup plus vite finalement que la partie administrative en amont. Et donc, du coup, c'est intéressant de bien voir qu'il y a toute cette durée-là aussi administrative à prendre en amont et que ça ne va pas se faire en quelques jours. Okay. C'est la coordination qui est finalement la clé de ce sujet aujourd'hui. Tout le monde en parle, mais quand on veut se mettre d'accord, il faut arriver à être autour de la table et puis à prendre une décision tous ensemble. Ok, super. On va revenir sur quelques questions liées à l'habilitation qu'on n'a pas eu le temps de poser tout à l'heure. On avait une question sur est-ce que l'habilitation suit la salarié qui aurait été formé et qui quitterait l'entreprise. Comment ça se passe pour l'entreprise? Alors, il me semble que non. C'est-à-dire qu'une fois que le salarié part, c'est lui qui a la compétence. Voilà, donc le salarié part avec l'habilitation. Il part avec la compétence. En fait, quand vous déclarez vos qualifications, on parlait des chantiers que vous avez faits, et puis il y a la partie compétences. Cette partie compétences, vous déclarez les référents. Alors, on parlait aussi, je crois, dans le chat, on parlait du 20, enfin, un référent pour 20 salariés à chaque fois. Donc, vous devez, c'est le maximum. Donc, si vous êtes tout seul, vous êtes référent vous-même. Et vous avez ensuite cette notion de référent. C'est-à-dire s'il n'est plus dans l'entreprise, quand vous allez renouveler votre qualification, il faudra trouver un autre référent. Donc c'est souvent pour ça que dans les PME, c'est quand même en général le chef d'entreprise qui se forme dans un premier temps pour avoir la main sur cette compétence. Pas qu'il ne veuille pas que le salarié le fasse, mais qu'il puisse garantir, on va dire, le maintien de sa qualification pendant les premières années, avant de former d'autres collaborateurs. Et vous nous confirmez qu'effectivement, tout à l'heure, vous parliez des entreprises par tranche de 20 salariés, mais là, on a effectivement autour de la table beaucoup d'entreprises seules. Et donc là, ça marche aussi. Il n'y a aucun souci, que vous soyez 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, du moment que vous êtes formé et que vous êtes le responsable d'entreprise ou tout seul, il n'y a aucune difficulté avec ça. Ok, super. Est-ce qu'il y a une durée dans le temps de l'habilitation une fois qu'on a été formé? Alors, je reformule juste pour être sûr, je parle bien de qualification. L'habilitation électrique, c'est une autre formation où on a des notions sur le risque électrique. Oui. La qualification, elle est valable par cycle de 4 ans. Donc en fait, au bout de 4 ans, vous devez donner des références de réalisation pour la maintenir sur un cycle supplémentaire. Quand vous démarrez, vous avez une durée en général qu'ils appellent probatoire d'1 an et qui peut être renouvelée une fois. Parce que forcément, on sait bien que quand vous n'avez pas encore fait de chantier, il faut démarrer votre activité et trouver les premiers clients. Donc après, on est plutôt sur un suivi annuel en fait, voilà, de régularité. Mais si vous n'avez pas fait de chantier au bout de 4 ans, vous perdrez votre qualification. Et du coup, si on fait des chantiers pendant les 4 ans, qu'est-ce qu'il y a à faire au bout de 4 ans pour Au bout de 4 ans, c'est un système de demande ou de renouvellement de la qualification auprès de l'organisme qui va vous redemander différentes pièces, une partie administrative et puis la partie technique, il vous demandera sur la réalisation quels sont les chantiers que vous avez faits, les noms, les adresses, la puissance. Et puis en général, on demande d'avoir un retour du client, une attestation de satisfaction du client, une attestation de conformité, un rapport de vérification qui dit que l'installation était bien réalisée. Vous voyez, des pièces qui présentent finalement un peu de façon simple les caractéristiques techniques des travaux qui ont été faits. Du coup, est-ce que le chef d'entreprise doit l'anticiper quand il voit la durée de 4 ans arriver? Oui, en général, ils le font un peu avant la fin d'échéance. Je ne suis pas dans les rouages exacts pour vous dire comment ça se passe, mais après, ça peut déborder, je pense, un peu dans un sens ou dans l'autre. Mais après, les organismes, eux, le font en façon de suivi annuel. Je pense qu'ils anticipent aussi en prévenant les clients avant. D'accord. Donc, il y a quand même un petit rappel de la partie... Il me semble. Très bien.
Est-ce que pour terminer, est-ce que vous pouvez nous rappeler simplement il y avait quand même des questions sur comment avoir la qualification, comment trouver la formation. Donc, rappelez juste les premières étapes quand on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas la qualification, qui n'avaient pas encore installé de borne. Donc, les toutes premières étapes. Donc au niveau des premières étapes, alors moi je connais bien Qualifelec, un peu mieux que QualityENR par exemple, mais vous allez trouver sur les 2 sites de ces organismes le lien vers tous les organismes qui sont accrédités pour délivrer des formations. Parce que si vous choisissez un organisme qui n'est pas validé, eh ben, l'organisme ne vous donnera pas la qualification en disant vous êtes allé vous former chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne sait pas si ce qui vous apporte en termes de connaissances est bon. Donc allez bien cibler sur leur site les organismes et de regarder après les démarches à réaliser pour la qualification, donc à savoir les déclarations, la constitution du dossier et l'attestation de la formation qui est le point clé de départ. Okay. Merci. Il y a quelques dernières questions, mais j'en vois juste une. Nicolas, est-ce que la qualification IRVE permet-elle de faire bénéficier aux clients d'aides éventuelles? Oui, normalement oui, ça dépend des mécanismes d'aide. Notamment, alors là, il y a beaucoup de choses avec le programme Advenir, qui pilote pour la plupart les éléments qui touchent aux subventions. Il y en a pour le collectif notamment. Il y en a aussi pour certaines entreprises. Ça dépend si les bornes sont accessibles au public ou pas. Enfin, il y a plein de paramètres, mais oui. Donc la qualification, c'est aussi un des critères qui est vérifié avant l'attribution de primes. Merci. Nicolas. Et puis, écoutez, je pense que vu l'heure, on va prendre une dernière question. J'en vois une qui est un petit peu sous forme de prospective et qui regarde vers l'avenir. Est-ce que l'installation de bornes va devenir obligatoire comme la prise 32 ampères en habitation neuve? Oui, on serait plutôt sur une question, est-ce que ça pourrait devenir finalement intégré dans les normes aujourd'hui? Parce qu'on parle du prééquipement, on parle pas du reste. Là, très franchement, je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'il y a des travaux en cours sur la norme NFC 1500 qui a pour but d'évoluer. Il me semble pas avoir entendu qu'ils aient prévu de rendre obligatoire la prise de recharge. Le gouvernement aujourd'hui travaille plutôt sur la facilitation du prééquipement, c'est-à-dire je mets tout en œuvre pour que ce soit facile à mettre en place. Et en fait, il parle de droit à la prise, c'est-à-dire que le jour où vous avez besoin, vous pouvez facilement tirer les câbles électriques et brancher votre prise de recharge. On est pour l'instant encore, à ma connaissance, plutôt sur cette philosophie-là. Bon. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé qui était clair et complet. Et je note ma satisfaction de voir que c'était très clair sur un sujet qui est complexe quand même à l'origine. Donc, je vous en remercie, Monsieur Amizet. Je remercie aussi tous nos participants, ainsi que ma collègue Cécilia pour son aide précieuse pour la gestion de vos questions. Je vous remercie tous d'avoir passé ce moment ensemble. J'espère qu'on a pu répondre à vos interrogations au mieux. Le replay de ce webinaire sera accessible, donc si je dis pas de bêtises, il sera accessible à partir du site internet de la Chambre de métier. Oui, j'ai mis le lien dans la description pour tous les participants. Eh bien, merci beaucoup et puis au plaisir de vous retrouver tous et toutes pour un prochain webinaire organisé par la Chambre de métier et de l'artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci.